et à tout de suite du coup. Je vous souhaite la bienvenue sur cette session d'information, discussion en live sur le projet Francomix. Et aujourd'hui, nous rencontrons l'auteur d'une des trois BD, Jean-Paul Hed, qui est l'auteur du Petit astronaute. Du coup, moi, je suis Émilie Laborel. Je suis basée à Berlin. Je travaille à l'Institut français d'Allemagne. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de personnes qui sont basées un peu partout dans le monde germanophone, mais aussi francophone, puisqu'on a Marie Rubel d'Erlangen, Océane qui est à Vienne, Madame Villarmé et ses élèves aussi en Autriche, et Jean-Paul Hed au Québec. Du coup, je vais faire un petit point sur la technique pour que le webinaire se déroule au mieux. Vous avez deux moyens d'interagir avec nous pendant cette heure, soit dans l'onglet discussion, vous pouvez poser toutes vos questions, mais surtout les questions techniques, ou soit avec l'onglet questions et réponses pour les questions aux intervenants et intervenantes. Si vous avez un gros problème, vous pouvez nous écrire dans le chat ou contacter Constance Mathusiak-Blaise, qui d'ailleurs s'occupe de la technique aujourd'hui. Le webinaire, il sera enregistré comme tous nos webinaires et vous pouvez le consulter en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et on vous enverra un certificat de participation. Donc, le déroulé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il s'agit du concours Francomix, du projet Francomix et du concours attenant. Le webinaire va se passer en 5 étapes. D'abord, on va rencontrer l'auteur grâce à une discussion entre Jean-Paul Hed et Océane. Ensuite, l'auteur nous présentera ses BD préférés. On aura un petit échange avec les élèves et vous, le public, si vous avez des questions. Et ensuite, on répondra à vos interrogations sur les détails techniques du concours. On fera des rappels et on reviendra sur les informations utiles. Et enfin, on prendra les questions que vous aurez déposées dans le chat dans une session questions-réponses. Océane, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Océane Gobin-Brassard, comme l'a dit Émilie. Je suis à l'Institut français d'Autriche à Vienne. Et du coup, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire, donc en présence de Monsieur Jean-Paul Hed, qui est l'auteur du Petit astronaute. Donc, bonjour Monsieur Hed. Juste pour introduire un petit peu ce webinaire, Émilie l'a déjà dit, vous êtes situé actuellement au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle partie du Québec vous êtes et quelle heure il est chez vous actuellement? Bonjour tout le monde. Eh ben, il est 10 heures du matin et je suis à Montréal. Montréal, qui est la métropole en fait, du Québec, la plus grosse ville. Après, il y a Québec, la capitale. Donc voilà, j'ai toujours habité dans les environs. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour démarrer avec le vif du sujet, on aimerait d'abord en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez décidé de faire de la bande dessinée votre métier? Quand est-ce que c'était? Et aussi, quelle a été votre formation pour devenir auteur de bande dessinée? Alors, c'est très particulier parce qu'au Québec, la bande dessinée, c'est pas du tout comme en Europe, c'est pas du tout une industrie. À l'époque où j'ai commencé dans les années 80. J'ai commencé en 85 en tant qu'auteur professionnel. Il n'y avait pas d'éditeur, très peu de diffusion de bande dessinée et la bande dessinée est restée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, vue comme une littérature pour enfants. Encore aujourd'hui, moi, il faut que je fasse un peu d'éducation quand je vais rencontrer des gens en festival, en salon du livre. Donc, c'est pour placer un petit peu le paysage. Et donc, moi, quand j'ai commencé, il y avait une revue qui s'appelait la revue Croc. C-R-O-C, comme les dents, Croc. Une revue satirique, comme vous en avez beaucoup en Europe, et une revue humoristique qui employait 30 à peu près de contenu qui étaient des caricatures, des dessins éditoriaux et de la bande dessinée. Et on dit qu'aujourd'hui, en fait, la première génération d'auteurs de bande dessinée dites professionnelles est née dans les pages de ce magazine-là à très grand succès.
Et donc, j'y ai travaillé pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ben, pour moi, ça a été mes classes. C'est là que j'ai appris, c'est pas à l'école. À l'école, ça ne s'enseignait pas la bande dessinée. Moi, j'ai étudié en dessin animé, j'ai étudié en art plastique, mais toujours dans l'espoir de faire de la bande dessinée. Et je trouvais pas de cours, en fait, qui, euh, qui s'adressait à moi. Et donc, c'est un peu sur le tas que j'ai appris dans les pages d'un magazine où je côtoyais les plus grands auteurs de bande dessinée de l'époque au Québec. Et j'y ai donc, j'ai créé un personnage qui s'appelle Jérôme Bigra. Jérôme Bigra, c'est un personnage, c'est un nom tout à fait usuel au Québec et qui est un banlieusard. Donc, moi, j'habitais en banlieue, dans une banlieue, alors imaginez la banlieue nord-américaine, les maisons toutes identiques, ce qu'on appelle chez nous, c'est des bungalows tous identiques. Et il habite donc dans Bungalopolis, la capitale de la banlieue et de l'ennui. Cette bande dessinée-là, et c'est comme ça que je me suis fait connaître dans une première vie, en fait, c'est comme auteur d'humour. Et je jouais beaucoup, en fait, sur les codes de la bande dessinée. Donc, pour vous donner un exemple, ça, c'est le dernier album qui est sorti de ce que j'avais initialement, à partir du personnage que j'avais initialement fait dans le magazine Crow. Donc, je vous présente, ça s'appelle Le fond du trou. Et comme vous voyez ici, il y a un trou. Et le trou permet donc au personnage de passer à travers les pages pour se rendre sur des pages qu'on n'a pas encore lues, donc le futur, ou retourner dans le passé de l'autre côté. Et donc, ça a été un laboratoire pour moi où j'ai vraiment appris à faire du scénario, appris à jouer avec les codes et appris aussi à, je dirais, jongler un peu comme un artiste de cirque avec toujours la possibilité de me casser la gueule, évidemment, mais avec la complicité du lecteur. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris à faire de la bande dessinée. Et ça a duré pendant 10 ans. À partir des années 2000, au Québec, on va avoir des éditeurs qui vont arriver. Il faut dire que je dois remettre ça un petit peu dans son époque, hein, c'est que ça coûtait très cher. Et à l'époque, les standards qui étaient un peu imposés par ce qu'on avait en bibliothèque, qui était beaucoup de la bande dessinée franco-belge, c'était des livres cartonnés en couleur, qui coûtaient très cher à faire pour un petit bassin de population au Québec. On était à l'époque 6 millions. Pour réussir à rentabiliser des livres de cette facture-là, c'était à peu près impossible. Et donc, à partir des années 2000, on arrive avec une nouvelle technologie, qui est le numérique. On arrive donc, il permet de faire des tirages beaucoup plus petits, donc moyen de rentabiliser avec beaucoup moins de ventes. Et arrive ce qu'on va appeler le roman graphique. Le roman graphique va nous permettre de faire de la bande dessinée au-delà de ce que vous connaissez, par exemple, les albums d'Astérix ou de Tintin, c'est-à-dire des albums qui n'ont qu'une cinquantaine de pages avec un nombre de pages prédéfini et en couleur. Ici, on peut aller dans le noir et blanc, ça va devenir assez rapidement accepté par les lecteurs sans que ça ait l'air d'une bande dessinée auquel il manque de la couleur. Et on va pouvoir aussi avoir le nombre de pages qu'on veut. Donc, avec cette formule-là, les éditeurs spécialisés en bande dessinée vont apparaître au début des années 2000. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais faire de la bande dessinée, je dirais, qui est un peu plus près de ce qui va se retrouver à ce moment-là en Europe. Donc, je vous rappelle, chez nous, c'était à peu près que de la bande dessinée familiale. Et je vais me lancer donc avec un ami qui est auteur de théâtre. On va travailler à deux. Soit dit en passant, on travaille encore ensemble. Donc, on est deux amis à la base. Memoria, là, on est vraiment dans la science-fiction. C'est un diptyque donc, qui a été réédité dernièrement sous la forme d'un seul album. Donc, ça a été un des premiers livres qui s'est adressé à des lecteurs un peu plus vieux, jeunes adultes, et qui a donné un peu le coup d'envoi après ça à d'autres jeunes auteurs de s'en aller vers ça. Donc, on s'est mis à avoir beaucoup d'auteurs québécois qui se sont en allés vers le fantastique, la science-fiction, etc., en s'adressant à autre chose qu'un lecteur enfant. Euh, j'ai travaillé, alors parallèlement à ça, moi je travaille comme illustrateur. Je travaille donc en fait, c'est un peu comme ça que je gagne ma croûte. Je gagne ma vie en faisant des illustrations pour des couvertures de livres. Je travaille pour la télévision, je travaille pour des musées, des reconstitutions historiques d'images, de scènes, etc. Et donc, j'ai un penchant beaucoup pour tout ce qui est d'époque. Et j'ai fait en particulier, toujours avec Claude Paiement, ce livre-ci qui s'appelle La femme aux cartes postales.
qui est un récit qui raconte une histoire justement de Montréal, de la ville où j'habite, une histoire un peu méconnue. C'est que Montréal, pour toutes sortes de raisons historiques, suite à la prohibition, donc l'interdiction de l'alcool aux États-Unis dans les années 10, à Montréal va naître une industrie du spectacle parce qu'au Québec, pays, province catholique, on ne pouvait pas interdire l'alcool qui était le vin de messe. Et donc, il s'est mis à y avoir toute l'industrie du spectacle nord-américain de New York, entre autres beaucoup, a migré à Montréal et sont apparus des cabarets, des boîtes de nuit et des boîtes de jazz. Et Montréal est devenue une des capitales du jazz en Amérique du Nord. Et donc, je raconte un peu cette histoire-là évidemment sous forme de thriller, un scénario dont je suis très fier d'ailleurs, soit dit en passant, et on a travaillé beaucoup sur la reconstitution de toute cette époque-là, mais de tous ces lieux-là qui n'existent plus, qui ont été rasés, retrouver des photos, retrouver des cartes postales, retrouver des photos d'archives pour essayer de reconstituer tout ça. Et donc, j'ai fait toutes sortes de choses. Bien sûr, j'ai été aussi vers des romans, des bandes dessinées de commande. Ici, 1642. 1642, qui est en fait, c'est l'histoire qui se déroule durant la fondation de Montréal, donc les tout premiers colons qui sont arrivés de France pour établir un campement sur le bord du fleuve Saint-Laurent et d'essayer de survivre aux attaques des Autochtones qui habitaient le territoire à l'époque et toutes les ententes qu'ils vont devoir avoir entre eux, etc. Donc, ça se passe beaucoup à cette époque-là. Ça, c'était vraiment un scénario de commande. J'en ai fait très peu. En fait, c'est le seul. Je travaille toujours en tant que scénariste et dessinateur. Quand je travaille au scénario, on travaille à deux, vraiment ce qu'on appelle à quatre mains, vraiment. Sinon, je fais aussi des albums où je suis le seul auteur, donc autant auteur que dessinateur, comme Le Petit Astronaute dont on va parler aujourd'hui. Donc, Le Petit Astronaute, c'est évidemment une œuvre qui est un peu à part dans mon cursus parce que c'est vraiment de l'autofiction. Je ne suis pas versé vers l'autofiction comme beaucoup d'auteurs au Québec, des auteurs de bande dessinée. Les plus connus, Guy Delisle, par exemple, ou Michel Rabagliati, qui sont les auteurs phares de notre bande dessinée, se sont beaucoup fait connaître à travers une espèce de formule où ils se racontent. Leur personnage est un peu leur alter ego. Moi, je n'étais pas du tout de cette école-là. Je suis de l'école de l'humour, de quelqu'un qui manipule des marionnettes, des personnages et qui se tient toujours très loin de la scène. Donc, j'ai dû apprendre un peu à me raconter, mais à travers une fiction et raconter un petit peu l'histoire, un peu de notre famille, mais toujours à travers la fiction. Alors voilà, je pense avoir fait un peu le tour de mon cursus. Et du coup, une bande dessinée, là, comme Le Petit Astronaute, ça vous demande à peu près combien de temps de travail quand vous la concevez, bah, l'apparition de l'idée jusqu'à l'arrivée du livre en librairie? Alors, pour Le Petit Astronaute, c'est très particulier parce que c'est une idée qui m'a trotté en tête pendant 15 ans. Mon fils a 23 ans aujourd'hui, donc déjà quelques années après avoir eu le diagnostic de paralysie cérébrale, je savais que ça ferait partie un jour ou l'autre d'un album. Euh, euh, mais ça m'a pris un temps fou à savoir comment j'allais en parler et la grande question, c'était surtout qui allait en parler, quel personnage allait raconter l'histoire. Donc, ça m'a trotté en tête et je suis arrivé à un moment donné donc ça m'a pris 3 ans à peu près à le faire. Et donc, à l'époque, je sentais que j'avais la distance pour le faire. Et c'est-à-dire, j'avais assez de recul sur l'histoire pour la raconter et de recul émotif aussi. Et j'étais aussi en possession de mes moyens pour le faire. Je pense que je ne serais pas du tout fait le même livre si je l'avais fait à l'époque, il y a 15 ans de ça. Donc, c'est une histoire qui a mûri sur des années, mais qui a été réalisée sur 3 ans. Et du coup, en général, alors que ce soit pour Le Petit Astronaute ou dans vos autres bandes dessinées, vous avez des techniques de prédilection? Est-ce que vous êtes plutôt tablette graphique ou est-ce que vous êtes plutôt outil traditionnel? Alors, évidemment, moi, comme ça va bientôt faire 40 ans que j'en fais, je suis passé par tout. J'ai été de la technique très traditionnelle à l'encrage, donc l'encre de Chine au pinceau. Maintenant, j'ai vraiment
laissé ça pour aller beaucoup plus vers le crayon. Aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, la technologie nous permet d'avoir des scanners, donc des numérisateurs à la maison, même des imprimantes. Donc, on est capable de contrôler beaucoup plus le produit que ça va donner. Ce qu'il faut se rappeler aussi à l'époque, c'est que l'imprimerie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Donc, on avait tendance à faire des techniques avec une belle ligne noire de contour, surtout pour des raisons de clarté à l'impression. Aujourd'hui, à l'imprimerie, c'est beaucoup plus fin, donc on peut se permettre de faire, d'aller avec je dirais des outils peut-être moins nobles, entre guillemets. Moi, j'emploie de tout simples crayons à mine. Et ce que je fais, c'est que je fais mes esquisses, en fait, à la tablette graphique, à l'écran. Je les imprime sur un bleu très, très pâle, sur mon papier, et je les mets au propre au crayon, sur ma table à dessin. Je renumérise tout ça, je le ramène à l'écran et je vais faire tous les tons de gris, tout ce qui ressemble un peu à de l'aquarelle est fait de façon numérique. Donc, j'essaie de profiter un peu des deux mondes. C'est sûr que d'avoir au final un fichier dont on contrôle les couleurs, qu'on est capable d'ajuster pour l'envoyer à l'éditeur, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on est vraiment en contrôle. Envoyer une planche, ben là, ça va demander de faire confiance à la personne qui va le numériser, à l'impression, etc. Il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Donc, finalement, en fait, c'est comme ça que je fonctionne et je fonctionnerai probablement différemment pour les prochains. J'essaye de toucher à tout, de contrôler plusieurs techniques pour essayer de prendre le meilleur des deux mondes. D'accord, donc vous touchez vraiment à tout et c'est très variable d'un album à un Oui, autre. D'accord. Et du coup, exact. comme vous l'avez montré, vous avez vraiment travaillé sur beaucoup de genres différents, donc la science-fiction, l'humour, l'histoire. Est-ce que vous avez un genre de prédilection qui vous tient vraiment à cœur ou est-ce que vous aimez bien aussi dans les genres toucher à tout Non, en fait, je suis vraiment un touche-à-tout. Il faudrait que j'en parle à mon psy, mais je pense que j'ai beaucoup de difficultés avec l'idée qu'on puisse m'apposer une étiquette, personnellement. Alors, quand je me lance dans un album, c'est un peu comme si je retournais à l'école dans un domaine que je ne connais pas. Je vais aller faire des études supérieures dans un domaine. Et là, je vais me potasser, je vais lire des livres, je vais lire des tas de trucs sur la science-fiction, je vais lire des trucs sur l'histoire, sur le sujet qui me plaît, et je vais devenir, sans le vouloir, un espèce de petit spécialiste dans ce domaine-là au bout de la production de l'album. Donc, ça me plaît de sortir de ce que j'ai fait, mais en même temps de profiter de l'expérience du dernier album. Chaque album va déteindre sur le suivant, mais j'essaye, si possible, d'aller ailleurs chaque fois, ce qui fait que je m'intéresse à des tas de choses. J'ai eu la chance d'être chroniqueur à la radio, de critique à Radio-Canada pendant quoi, 5, 6 ans ces dernières années. Et ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup de choses, d'être vraiment mon Dieu, d'être aux premières loges pour voir toutes les nouveautés qui se font, la plus jeune bande dessinée, les nouveaux auteurs. Donc, c'est très, très large. Autant de la bande dessinée, je lis autant de la bande dessinée qu'on appelle alternative, plus punk, entre guillemets, parce qu'il y a toute une part de la bande dessinée au Québec qui est issue de l'auto-édition, ces gens-là qui ont commencé mon Dieu, à faire ça, à imprimer eux-mêmes leurs petits albums comme il n'y avait pas d'éditeur. Et j'aime aussi les grandes œuvres littéraires. Je suis beaucoup plus attiré, en fait, vers des œuvres aujourd'hui qui ont, je dirais, une valeur peut-être plus, comment dire ça, je ne veux pas dénigrer quelque genre que ce soit, mais euh, plus près de la littérature du roman, en fait. Quelque chose qui prend son temps, qui décrit le format du roman graphique, donc avec des livres où on ne compte pas les pages, permet d'avoir de développer les psychologies des personnages, développer les intrigues, les atmosphères, d'installer les choses, d'installer les lieux. Dans les albums traditionnels, si on nous impose un 56 pages, c'est l'action qui mène. On n'a pas le temps d'expliquer, on n'a pas le temps de mettre des cases muettes pour bien installer les atmosphères. C'est l'action qui mène. Et ça, je trouve que c'est souvent un peu réducteur. Moi, ce que j'aime, c'est un peu comme je l'ai fait pour le petit astronaute, pour la femme aux cartes postales, c'est de prendre le temps d'installer les décors, que les gens aient l'impression d'entrer dans les dessins, d'entrer dans les époques. Voilà. Donc, à propos de justement d'immersion dans l'œuvre, donc en lisant Le Petit Astronaute, j'ai pu remarquer que la musique et surtout donc la chanson Space Oddity
de David Bowie font partie vraiment intégrante de l'œuvre. Alors, est-ce que vous conseilleriez aux lecteurs de combiner la lecture de votre bande dessinée avec l'écoute de cette chanson de David Bowie? C'est sûr que ça serait bien de la connaître. C'est toujours, moi j'adore la musique et c'était mon plus grand deuil quand je fais de la bande dessinée, c'est que je ne puisse pas mettre de bande son. Alors j'essaye de toutes sortes de façons. C'est le défi un peu que je me lance, hein, c'est d'induire la musique à la lecture. C'est que les gens, alors évidemment, je vais vers des œuvres très connues pour que, peut-être que c'est un rêve un peu fou, mais que les gens puissent l'entendre derrière leur voix intérieure quand ils lisent la bande dessinée, parce qu'ils connaissent l'air. Alors, c'est sûr que la musique prend beaucoup de place dans mon œuvre en général. De là à dire que c'est une musique qui accompagne, peut-être pas, parce que là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une musique dont l'histoire elle-même raconte un peu l'atterrissage du personnage de Tom sur la planète Terre. Je pense que c'est pas une musique qui va donner nécessairement l'atmosphère à tout le récit, mais c'est ça, c'est une chanson qui a donné le coup d'envoi, en fait, un peu, et qui a donné aussi toute l'importance que je vais accorder à l'imagerie spatiale dans l'histoire. Ça a été un peu un déclencheur, en fait, pour moi au moment de l'écriture, ce qui fait que je ne pouvais pas passer à côté de l'évoquer dans les dessins. Merci. Mais en tout cas, c'est très efficace parce que bah, justement, comme vous le disiez, alors, personnellement, je connaissais la chanson et il y avait cette voix intérieure qui chantait la chanson pendant la lecture. Donc avant de passer à vos palmes de la BD, j'ai une dernière question un peu précise sur l'œuvre, qui est complexe, mais on va essayer un peu peut-être d'être synthétique, mais donc c'est des sujets très difficiles qui sont abordés dans cette bande dessinée, donc comme comme le handicap ou la mort. Et donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut au mieux aborder ces thématiques avec un jeune public? Et je pense que peut-être après, les élèves qui sont ici pourront approfondir cette thématique avec leurs propres questions. Euh, En fait, c'est un livre qui ne s'adressait pas à un jeune public, qui s'adressait mon Dieu, c'était très large et j'ai la confirmation aujourd'hui que c'est un lectorat très, très large parce que j'ai des grands-mères qui sont tombées amoureuses de cette histoire-là et qui la lisent à répétition à leurs enfants de 5 ans qui viennent me voir, donc c'est très, très large. Comment parler du handicap et de la mort? Je pense qu'on peut se fier sur certaines scènes que j'ai illustrées où on se rend compte en fait que le handicap est une différence qui est souvent soulignée par les adultes au moment où les jeunes enfants vont entrer en contact avec la différence, entre guillemets. Et cette différence-là, à l'âge, là, on parle de l'âge préscolaire, elle est très peu importante. Et c'est des adultes qui, sans vouloir mal faire, vont noter cette différence-là. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on va étiqueter les gens. Ce qui fait que moi, dans ma vie et dans une des scènes que j'ai essayé de transposer dans cet album-là, c'est que ces enfants-là m'ont servi une leçon de dire que le handicap, en fait, c'est beaucoup moins important qu'on le pense. Mais le problème qu'on a, c'est la représentation. C'est que ces personnes qui vivent avec un handicap, on les voit très peu représentées. D'ailleurs, soit dit en passant, je reçois énormément de courriels à travers le monde, avec le petit astronaute, d'ailleurs, qui est traduit en plusieurs langues. Et le mot qui me revient, c'est que pour les gens qui sont en situation de handicap ou des parents ou des frères et sœurs, c'est la première fois qu'on se voit représenté. Donc, c'est pour dire combien de toutes les minorités qui revendiquent le droit à une représentation juste et équitable, les personnes handicapées, c'est la dernière. C'est celle qui, paradoxalement, on ne verra pas dans la rue avec des pancartes. Donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire pour que l'acceptation se fasse, parce qu'accepter des gens qu'on ne voit jamais, c'est à peu près impossible. Donc, je pense que c'est une première étape. Et puis la mort, ben mon Dieu, la mort, je voulais un peu rendre hommage à ces enfants-là. On parle de multi-handicap. C'est des handicaps très sévères, dont beaucoup ont des enjeux de santé. Et autour de moi, autour de mon fils, comme je le raconte dans la bande dessinée, il y a des enfants qu'on sait leur vie elle va être beaucoup plus courte. Ils ont des maladies dégénératives. Et on sait que ça va finir un jour. Et donc, c'était un peu pour rendre hommage à ces enfants-là et à leur famille
que je sentais le devoir de l'évoquer. Et aussi pour dire qu'au fond, de mourir à 15 ans ou de mourir à 90 ans, c'est pas la longévité qui fait qu'on a une belle vie. La belle vie devrait se compter, en fait, en nombre de sourires par jour. Et si on a été heureux, eh bien, la vie vaut autant la peine, même si elle ne dure que 15 ans. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle phrase à méditer, je dirais. Bon, du coup, on va passer à la prochaine section du webinaire qui est vos palmes de la bande dessinée. Donc, on a 3 catégories. Et donc, la première catégorie, c'est la bande dessinée que vous trouvez bonne humeur et feel good, comme on dit en bon français. Oui. Bon, alors, ben, celle-là, attendez, je regarde un petit peu mes notes que j'ai prises parce que ça faisait longtemps que je l'avais lu. Quelqu'un à qui parler. Ça, c'est vraiment une découverte, ce livre-là. Alors, c'est basé sur un roman de Cyril Mazaretto. Je vous lance rapidement l'histoire. Alors, le personnage s'appelle Samuel Verdi. C'est un pauvre type. C'est vraiment un pauvre type. Il a 35 ans. C'est son anniversaire. Et il est tout seul chez lui. Il s'est chanté à lui-même sa petite chanson d'anniversaire. Il a dévoré tout seul le gâteau. Il a bu tout seul la bouteille de mousseux. Il est saoul. Et là, il est un peu déprimé et il aimerait avoir un ami. Alors, il cherche, il regarde dans son téléphone, il n'a pas accès à son répertoire téléphonique. Alors, il se rabat sur le seul numéro dont il se rappelle, qu'il a appris par cœur à l'époque où on apprenait les téléphones par cœur. Les plus jeunes n'ont pas connu, mais il fut une époque où il fallait les apprendre. Et le seul numéro qu'il se rappelle, c'est celui de sa propre maison quand il était petit. Alors, il prend le téléphone, ça sonne, ça répond. Et il y a un petit garçon qui répond, il a 10 ans. Et le petit garçon s'appelle Samuel Verdi, comme lui. Et il est en train d'appeler le petit garçon qu'il était à 10 ans. Et le petit garçon, lui, il veut savoir. Il veut savoir de quoi a l'air la vie quand il va avoir 35 ans. Et c'est l'heure des comptes, en fait. Donc, c'est très drôle de voir ce mec-là de 35 ans qui va devoir rendre des comptes au petit garçon et au rêve du petit garçon qu'il était à 10 ans. Alors, c'est extrêmement touchant et en même temps, c'est d'une drôlerie. Euh, alors, lui, il veut savoir, alors finalement, est-ce qu'on est devenu champion de foot? Est-ce qu'on est devenu écrivain? Ben non, à la place, Samuel Verdi, de 35 ans, il est graphiste dans une boîte qui fait des habits pour chiens. Et il rêve d'assassiner son patron tous les jours. Et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de copine, il n'a pas d'amis. Et donc, Samuel, de 10 ans, est consterné. Il lui dit non, c'est pas vrai, ma vie ne sera pas comme ça. Et développe une espèce de complicité entre les deux pour que donc le jeune va essayer de le pousser à réaliser ses ambitions, ses rêves, parce que lui, c'est pas vrai, il veut pas finir comme ça. Mais en contrepartie, le trentenaire, lui, il va essayer de préparer l'enfant parce qu'il sait qu'il y a une nouvelle très triste qui arrive, c'est que sa mère va mourir d'un cancer dans quelques années. Et il essaye de le préparer à ça. Donc, c'est une histoire extrêmement touchante, vous aurez compris, mais en même temps magique. C'est très, 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 très bien construit. Les dessins sont fabuleux. C'est d'une expressivité. C'est des dessins ce que j'appelle des dessins jetés. Donc, vraiment, ça part dans tous les sens. Ça sort des cases. C'est des dessins qui explosent un peu partout. Très dynamique. Ça a été une très, très belle découverte. Et moi, c'est un des livres qu'à quelqu'un qui veut connaître et découvrir la bande dessinée, je lui donne ça dans les mains. Je dis, voilà, la bande dessinée, ça peut aussi aller jusque-là. Voilà. Pour cette belle Euh, recommandation. Du coup, la deuxième catégorie, donc qu'on voit déjà apparaître, mhm. donc voilà, c'est bientôt Noël, alors ce sera la BD que vous avez le plus souvent offerte comme cadeau. Ah oui. Alors, ça, c'est très particulier. On est dans la science-fiction, donc on est vraiment ailleurs. Carbone et silicium. C'est un récit de science-fiction, comme j'aime beaucoup ces récits-là où on n'est pas du tout dans l'action puis les poursuites de vaisseaux spatiaux, on n'est pas du tout là-dedans. C'est quelque chose de très philosophique. Euh, une histoire vraiment fabuleuse. C'est très lent. C'est un livre assez dense aussi. Faut s'imaginer, on est en 2050.
ces deux entités numériques, je ne sais pas comment les appeler autrement, ces deux armes qui sont des applications, en fait, ni plus ni moins, qui vont être téléchargées, qui ont été téléchargées dans des corps de robots. On est dans un laboratoire, on est dans la Silicon Valley, et ces deux robots-là s'appellent donc Carbone et Silicium. Ce sont les deux meilleurs amis du monde. Ce sont des frères ou des sœurs jumeaux jumelles qui ont chacun leur personnalité et on leur a téléchargé la connaissance humaine. Ils sont donc dans le laboratoire. On est en train de faire des tests avec eux et la femme qui les a développés est là en train de finaliser tout ça. Mais Silicium décide de faire une fugue, de se sauver pour voir si la Terre, la civilisation humaine ressemble à ce qu'on lui a téléchargé. Silicium a besoin d'aventure, a besoin de liberté, mais ça va plonger Carbone dans une profonde dépression parce que c'était son alter ego, c'était son ami, c'était son amoureux, amoureuse, ils étaient indissociables les deux. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à cette époque-là, les robots, pour éviter qu'il y ait des problèmes de surpopulation et des problèmes sociaux, les robots, on leur inocule la mort, c'est-à-dire qu'on leur donne une date de péremption. Un robot, au bout de 15 ans, arrête de fonctionner. Donc, on est sûr que les robots ne vont avoir qu'une vie de 15 ans. Mais la femme qui les a développés a décidé de faire une entorse à ce règlement et de leur permettre à eux de se télécharger dans un autre corps. Et ainsi, ils vont être capables de se télécharger dans des corps différents, des corps humanoïdes, mais pas nécessairement, pendant 3 siècles. Et leur vie va durer 3 siècles. Et ils vont passer 3 siècles à parcourir la planète Terre en se télescopant dans ce qu'on pourrait appeler le web, où ils sont nulle part et partout à la fois, ils sont conscients de tout ce qui se passe sur la Terre en même temps. Ils ont accès à toutes les caméras de sécurité de tous les pays à travers le monde pour essayer de se retrouver entre eux. Et en toile de fond, ce qu'on a, c'est la fin de la civilisation humaine. C'est les 300 prochaines années, c'est-à-dire des vagues migratoires terrible la désertification de certaines régions, des grandes villes qui se retrouvent en plein désert ou carrément sous eau. Ça, c'est la toile de fond. Mais ce qui est, moi, m'a le plus touché dans cette histoire-là, c'est la grande histoire d'amour entre ces deux entités-là, qui ne sont ni des garçons ni des filles. On parle donc aussi de transidentité. Donc, ils vont se retrouver éventuellement dans des corps qui sont à moitié des robots femmes, des robots hommes, et voilà, en fait, c'est à travers ça une espèce de recherche de ce qu'est l'identité humaine, de ce que nous sommes, mais à travers l'histoire de robots. C'est très, très beau, très, très touchant, et c'est un livre, comme je les aime, ceux qu'on referme et après, on a envie de parler. On a envie de parler de tout sujet, et je pense que c'est un peu à ça que devraient servir les livres, et ça, c'est vraiment une très, très belle réussite. Merci beaucoup. Alors, pour découvrir quand même votre troisième recommandation, même s'il est quand même temps que les élèves parlent très rapidement, juste la BD qui Oui, vous bien reste sûr. en tête longtemps et qui vous fait réfléchir. Oui, Mes mauvaises filles de Zelba, une autrice allemande qui est établie en France. Elle raconte une histoire qui lui est arrivée. Elle a changé les noms, hein, mais c'est elle et sa sœur, en fait, ni plus ni moins, de deux filles très différentes qui vont devoir passer la dernière nuit avec leur mère. Leur mère est atteinte d'une maladie, c'est sa dernière. Elle est dans un coma artificiel, dans un lit d'hôpital, et elles vont passer la dernière nuit dans cette chambre-là, couchées à côté d'elle, à se remémorer ça, sachant que quand le soleil va se lever, ils vont devoir couper l'oxygène. Donc, c'est extrêmement émouvant. C'est une histoire où les deux filles vont se rappeler, vont se souvenir, mais il y a aussi le fantôme de la mère, ce corps inerte dans le lit, qui va être là aussi avec elle. Il faut savoir aussi que ça parle de ce qu'on appelle, nous autres, on appelle ça l'aide à mourir chez nous. Je ne sais pas où en sont où est-ce que ça en est en Europe dans chacun des pays, mais c'est à l'époque où il était interdit d'aider quelqu'un à mourir dans la dignité, comme on le dit aujourd'hui, et il fallait ni plus ni moins que couper l'oxygène sans que le médecin le sache. Le médecin qui volontairement fermait les yeux là-dessus. Et donc, c'est un peu ce à travers quoi elles ont dû passer pour permettre à leur mère, qui n'avait plus d'espoir de vivre, d'espoir clinique,
de vivre. Donc, c'est une histoire très troublante, très bien illustrée aussi, avec de très belles métaphores où on coupe l'oxygène et on voit des images de truites qu'on sort de l'eau avec cette espèce de petit poisson qui frétille sur la plage, parce que c'est une manière qui est quand même assez agressive d'infliger la mort à quelqu'un. Voilà, donc extrêmement touchant. Là encore une fois, un livre qu'on ferme et dont on parle après. Merci beaucoup. Je pense que c'est des lectures qui, en effet, doivent nous accompagner très longtemps. Et du coup, je vais laisser la parole aux élèves de l'Academisches Gymnasium de Vienne. Voilà. Je vous laisse la parole pour vos questions à l'autre. Merci. Notre première question est, au Canada, les handicapés sont bien intégrés dans la vie quotidienne. Voulez-vous présenter ce modèle au reste du monde? Alors, c'est une très bonne question parce que je me fais souvent dire quand j'ai des gens qui arrivent d'Europe et ils me disent, oh mon Dieu, on en voit beaucoup, des personnes handicapées. Alors, c'est sûr que moi, j'ai moins la vision européenne ou en Allemagne, en France, de quoi peut avoir l'air la vie pour une personne qui vit, par exemple, en fauteuil roulant ou avec des limitations. Chez nous, il y a beaucoup de travail à faire, c'est sûr, mais de plus en plus, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture où on essaye que ces gens-là soient inclus. Donc, on dépasse l'intégration. Alors, il y a la différence entre l'intégration et l'inclusion. L'intégration, c'est comme de dire, par exemple, dans une école, on accueille des handicapés intellectuels, mais on les met tous dans la même classe. L'inclusion, c'est de les prendre et de les inclure dans chacune des classes pour qu'ils fassent partie de la société. Et moi, c'est mon rêve, mon plus grand rêve, en fait, c'est que on permette, si possible, de dépasser l'intégration pour aller vers de l'inclusion, pour que autour de nous, on connaisse des gens qui vivent en situation de handicap, pour qu'on ait une référence. Et je reviens toujours à l'histoire du petit astronaute où j'ai ces enfants-là qui, eux, à 3 ans ou 4 ans, ont vécu une belle expérience d'inclusion et vont devenir des ambassadeurs pour ça, parce qu'ils ont vécu une belle histoire. Ben, j'aimerais que les gens aient la possibilité de vivre des belles histoires pour qu'éventuellement, ça se répercute sur d'autres. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr, au Canada. Je pense qu'on est en Amérique du Nord aussi. Ce ne sont pas nécessairement des villes aussi vieilles. C'est pas des rues à pavés, c'est pas des rues. Il y a plus de place simplement pour se mouvoir, pour avoir accès en fauteuil roulant. Mais il reste toujours beaucoup de travail à faire. Mais on a tendance à aussi aider pour que ces personnes-là restent dans leur famille, retarder le plus possible le moment où ils arrivent en institution. Comme moi, par exemple, mon fils a 23 ans, il est chez moi, on s'en occupe tous les jours, mais on a de l'aide pour ça. Donc, le gouvernement nous aide pour adapter véhicules, adapter les maisons, etc., pour qu'on puisse s'en occuper et qu'ils ne deviennent pas un fardeau non plus pour la collectivité. Voilà. Expliquez-nous le choix de vos couleurs très intensives, par exemple les cheveux violets de Tourniquet ou bien les couleurs vives dans la scène où les filles mangent la glace, juste pour vous citer quelques exemples. Oui, ben c'est une très bonne question. Alors, les couleurs, c'est une histoire, je savais en l'ayant écrit, c'est une histoire qui est complexe au sens où il y a beaucoup de retours en arrière et on revient. Et moi, en tant qu'auteur de bande dessinée, mais je pense que tous les auteurs devraient se poser la question, il faut absolument que je ne perde personne, que personne ne soit perdu à se dire où est-ce qu'on est, à quelle époque on est, etc. Donc, je profite beaucoup de la couleur pour ça. Et donc, je profite de la couleur en mettant les cheveux mauves à Juliette. Quand on voit les cheveux mauves, on sait à quelle époque on est, on sait où on est et on sait qu'on retourne dans l'appartement qu'on est en train de visiter. C'est une indication visuelle. Sinon, de façon générale, vous verrez, les scènes ont des couleurs propres. Moi, ce que je fais pour la coloration, c'est que je commence avec une couleur. Je mets une couleur de fond sur toute la scène. La scène dure 4 pages, je vais le même orangé ou sépia sur le fond et je vais rajouter de la couleur par-dessus. Donc, par défaut, il va y avoir une couleur, ce qui va m'aider à ce que je ne perde personne parce qu'au moment où je change de scène et on se retrouve 10 ans plus tôt, 10 ans plus tard ou ailleurs, ben les gens, ne fût-ce que par la couleur, vont comprendre qu'il y a une ellipse. On vient de sauter
une période du temps où on est allé ailleurs géographiquement. Donc, moi, je profite beaucoup de la couleur pour essayer de clarifier le plus possible les choses en espérant ne jamais avoir quelqu'un qui me dise ah, là, j'ai pas compris où est-ce qu'on est, à quelle époque on est. Alors voilà. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Oui? Oui, Bon, ben merci. parfait. Euh, Nous pensons à la scène où Tourniquet, son frère et son père vont à la banque et ne trouvent pas de place pour se garer parce que la place pour handicapés est prise. Avez-vous même vécu cette scène? Comment vous en êtes-vous inspiré? C'est drôle parce que tu as vraiment mis le doigt sur une des scènes que j'ai vraiment vécues. Il y en a beaucoup que j'ai un peu arrangées pour les besoins de la bande dessinée, mais celle-là, je l'ai vraiment vécue. Et c'est, ouais, ça m'a mis dans une colère folle quand j'ai vu ça. Euh, euh, et puis, voilà, ben, je l'ai vraiment fait. Je suis rentré à la banque et j'ai crié bien fort. Alors, je ne sais pas qui, mais le monsieur qui s'est stationné dans la place pour handicapés a oublié de mettre sa vignette. Et en disant ça, tout le monde se regardait. Et il y a quelqu'un dans le lot qui savait de quoi je parlais. Même le gardien de sécurité me regardait en voulant dire c'est qui cette hurluberlu. Mais il m'a laissé faire. Et là, il y a un petit monsieur qui est sorti, tout piteux, sous le regard des autres et qui est allé déménager sa voiture. Ceci dit, il n'y avait pas de policier du tout. Mais il m'a même grommelé de dire ah ouais, moi, je paye des taxes comme tout le monde, j'ai le droit de stationner. Bref, le genre d'argument qu'on peut entendre. Mais voilà, c'est un peu le genre de truc qui arrive souvent. Et le stationnement, je dirais que c'est un peu comme c'est le symbole de ça, le peu de place. Alors, ça va, quand les stationnements sont vides, évidemment, les gens vont stationner ailleurs. Mais dès qu'il y a un peu de fréquentation, tout de suite, il y en a qui sont là. Ils en ont pour 5 minutes, seulement 10 minutes, sans réaliser que une voiture, une camionnette doit déployer une rampe. J'ai besoin d'espace, je ne peux pas faire ça n'importe où. Ou des fois, il y a des motos qui se stationnent comme ça entre les voitures là, pour être bien sûr que tu ne puisses pas sortir de ta rampe. Donc, voilà. Derrière tout ça, derrière ces scènes-là, soit dit en passant, je pense que je me suis fait beaucoup plaisir. C'était une manière un petit peu de lâcher la pression et voilà. C'était presque une thérapie pour moi. Voilà. Euh, Lorsque la famille apprend que le fils est malade, sur la page 44, la planche sort du style de la BD. Pourquoi avez-vous choisi des images aussi touchantes et marquantes? Y a-t-il une œuvre d'art plastique qui vous aurait inspiré? Alors, oui, d'accord. Je regarde, excuse-moi, je suis en train de regarder la page 44 pour être sûr qu'on parle de la même page. Non, ben écoute, il y a des tas d'œuvres que j'évoque là-dedans. Je dirais que ça, c'est un peu l'évocation d'une scène qui doit arriver à tous les parents le jour où on annonce un diagnostic. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Moi, paralysie cérébrale, euh, les seules références que j'avais, peut-être pour vous, ça vous dira rien, mais chez nous, c'est des télétons, c'est-à-dire des espèces de spectacles de variété faits pour ramasser des fonds pour une cause. Et la paralysie cérébrale était une des célèbres causes pour lesquelles il y a eu des télétons à une certaine époque. Et donc, c'est la seule image que j'avais, mais c'était un peu triste, et même très triste en fait, parce que c'est toute une industrie qui, et mon Dieu, je leur en veux pas, mais qui carbure beaucoup à la pitié pour émouvoir les gens. Et moi, c'est quelque chose qui me rend terriblement mal à l'aise. Et donc, c'est une des images que j'avais. Après ça, bien évidemment, les quelques références que j'avais dans les films, c'était quoi? C'est l'homme-éléphant, The Elephant Man, c'est les cirques, c'est les freak shows, ces cirques-là des années, du début du 20e siècle. C'est des images d'une tristesse épouvantable. Et puis, en fait, ce que ça dit, cette image-là, c'est pour revenir un peu à ce que je disais plus tôt, c'est que euh, on a un sérieux problème de représentation du handicap. Si, pour moi, les seules images qui me sont venues en tête, c'est ça, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il faut
qu'on montre des personnes handicapées dans le portrait qu'on fait de notre société, que ce soit dans la fiction, à la télévision, au cinéma, dans les romans, dans la bande dessinée, ou même dans les témoignages, mais qu'on voit ces gens-là. Et là, on ne l'a pas. Et ironiquement, alors je dirais paradoxalement, je me rends compte aujourd'hui que Le Petit Astronaute, ce livre-là, c'est probablement le livre que j'aurais aimé avoir lu le jour où j'ai eu le diagnostic. Parce que j'aurais une image, et c'est un peu ce que j'ai essayé d'installer dans ce livre-là, c'est une image, même si la vie est dure, c'est une image positive. C'est une image qui montre que le bonheur est possible. Et soit dit en passant, donc comme je reçois beaucoup de témoignages, c'est quelque chose qui me revient beaucoup parce que je reçois beaucoup de messages de gens, de familles, de parents qui viennent d'avoir des diagnostics, qui apprennent le décès de leurs enfants, tout ça. Et ils me disent à quel point le livre a été une référence, même il est employé quelquefois en thérapie, pour aider les gens à se projeter en fait dans leur vie d'après. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, merci beaucoup. Euh, le caractère de la mère dans la BD évolue. Au début, elle nous semble nier la maladie de son fils, par finalement l'accepter. Est-ce que vous pensez avoir traduit son attitude par le dessin? Oui, oui. En fait, avoir une nouvelle comme un diagnostic comme ça, c'est ni plus ni moins qu'un deuil. Donc, tu passes par les mêmes étapes que le deuil. Et dans toutes ces étapes-là, que je ne nommerai pas, mais il y a le déni, il y a la négociation de dire oui, mais attendez, si je fais ceci, peut-être qu'on va annuler tel effet, trouver une manière de. Et évidemment, le déni, c'est très important, d'autant plus que c'est, alors quand tu as un enfant très jeune, une famille qui, on est encore dans l'époque de nidification, c'est presque le petit nid, tout tourne autour du bébé qui a besoin de ses boires toutes les X heures. Et quand tu commences à sortir, c'est très difficile parce que tu es exposé au reste de la société. Là, tu as le regard des autres et, et un regard qui est difficile parce que tu sais que tu vas avoir à dire les choses et à dire les choses à des gens autour de toi et tu vas et je dirais c'est un peu triste, mais il faut aussi que tu gères le deuil des gens parce qu'autour de toi, il y a des gens qui vont être tristes de l'apprendre. Alors toi, en plus d'avoir à gérer ta propre tristesse, tu vas devoir gérer celle des autres. Et donc voilà, moi je pense avoir très bien traduit dans le dessin et je suis content aussi parce que c'est la petite Juliette qui va lui servir une leçon comme les enfants sont capables d'en faire parce qu'ils n'ont pas d'a priori et qui va lui dire quand elle va se fâcher contre une maman qui regarde son fils et qui lui dit mais qu'est-ce que toi, t'es dans la lune? Elle lui dit non, non, tu ne parles pas. Elle va lui dire non, non, il est dans la lune en se fâchant. Et elle va lui dire mais pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas que Tom est handicapé? Et le silence de la mère en dit long parce qu'elle vient de comprendre, elle vient de recevoir une leçon de sa petite fille de 5 ans qui lui dit, mais il faut juste dire que Tom est handicapé et ce qu'elle va faire dans la scène suivante. Donc, j'ai essayé d'installer comme ça. Et après ça, bien évidemment, c'est de défendre le fait que ton enfant est différent le jour où il va falloir lui trouver une place en société, c'est-à-dire dans une crèche. Donc, c'est ce qui va venir un petit peu plus tard. Donc, je suis très content de cette espèce d'installer en fait les personnages qui changent et qui évoluent. C'est important parce que quand on écrit, les personnages les plus intéressants sont ceux qui évoluent. C'est les personnages qui ne sont pas, qui ont des failles, qui ont des fragilités et que tu vas voir évoluer, qui vont se transformer durant l'histoire parce que c'est beaucoup plus facile de s'attacher à ces personnages-là que des personnages qui sont, par exemple, très forts ou très méchants et qui sont nés méchants parce qu'on a besoin d'un méchant dans l'histoire, ou là, c'est des personnages qui sont unidimensionnels. Tandis que quelqu'un qui est fragile et qui se transforme à travers le contact, par exemple, d'un enfant, d'un diagnostic, ça, c'est beaucoup plus attachant. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Haid et les élèves de l'Académie Chose Gymnasium. Comme il nous reste, enfin le temps file, je voudrais quand même demander au chat s'il y a des questions. Voilà, vous invitez à vous qui nous regardez depuis l'Allemagne, depuis l'Autriche ou ailleurs, de poser des questions. Est-ce que vous avez encore un petit temps réservé pour ça?
Bon, s'il n'y a pas de questions du public, alors je pense qu'il est temps de repasser la parole à Marie. Oui, voilà. J'espère que vous m'entendez tous bien. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange et pour vous, tous les élèves du gymnasium, là, vos questions étaient très pertinentes. Là, je vais vous parler très rapidement du Francomix, le concours, tout ce qui est rappel et info utile. Euh, Comme vous le savez, l'ensemble des professeurs ont déjà envoyé l'ensemble des listes Excel normalement, donc vous. Et aujourd'hui, vous devez normalement avoir reçu l'ensemble des accès. Je vais encore, normalement, il y a quelques accès encore qui n'ont pas été donnés. J'ai pu voir certains mails. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez encore un problème pour accéder à Culture Tech. En tous les cas, c'est lancé. Vous pouvez commencer à lire les BD. Euh, il y a aussi encore 2 webinaires à venir le 5 décembre ainsi que le 12 décembre pour l'ombre des pins ainsi que les pays d'Amir. Et ensuite, vous aurez tout le temps pour lire les BD, faire vos magnifiques vidéos, défendre votre BD préférée en composant une vidéo et en nous l'envoyant avant le 15 mars. Et ensuite, à la fin avril, vous serez informé de quel groupe aura normalement remporté pas le prix Francomics, mais en tout cas quel groupe aura été plébiscité. Il y aura un groupe par BD, comme vous le savez. Et puis ensuite, la remise des prix lors du Comic Salon d'Erlangen pour les élèves allemands entre le 30 mai et le 2 juin. Et en juin, il y aura une remise des prix pour l'Autriche qui sera organisée par l'Institut français de Vienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser rapidement dans le chat, je pourrai y répondre. Et ensuite, l'autre grand sujet, les fiches pédagogiques. Elles sont là. Elles ont été mises sur le site aujourd'hui. Vous pourrez les retrouver directement sur le site francomiction.de dans l'onglet ressources. Je peux vous montrer rapidement comment ça se passe. Est-ce que je retrouve mon onglet? C'est une bonne question. Hop, voilà, je le mets ici. Je vais vous partager ça rapidement. Hop, pardon, c'est parti. Voilà, donc là, vous êtes sur le site internet. Pour pouvoir vous inscrire aux autres webinaires, c'est juste ici, sur la page principale. Vous tapez francomics.de et vous y êtes. Si vous recherchez les fiches pédagogiques, vous allez dans le matériel didactique pardon, dans les ressources. Et juste ici, vous avez les fiches pédagogiques. Et voilà, tadam, les voilà, les 3. Vous pouvez cliquer directement sur chacune. L'ombre des pins, je viens de voir que l'hyperlink n'avait pas fonctionné. Ce n'est pas grave, il sera mis en ligne ce soir. Mais voilà, pour le petit astronaute, vous avez la BD que vous pourrez télécharger directement avec les questions, etc. pour suivre la lecture des BD. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, c'était principalement pour tout ce qui était organisation. Euh, Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui. Est-ce qu'il est possible de recevoir les exemplaires physiques à destination des élèves? Oui, il est possible. Nous avons un petit stock à Erlangen, donc n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse francomics à dfi-erlangen.de. Je peux peut-être le mettre directement dans le chat ou saisir une réponse. Écrivez-moi à cette adresse mail et je pourrai ainsi vous écrire et vous répondre concernant l'acquisition de cette BD ou de ces BD. Et je te rends la main. Merci, Émilie. Eh bien, merci à tous les intervenants. C'était un échange très passionnant. On a encore quelques minutes, donc si vous avez encore des questions dans le public ou même les élèves, n'hésitez pas. Pour ma part, voilà, j'aimerais remercier Jean-Paul Aide de s'être rendu disponible aujourd'hui et aussi Océane, Marie, les élèves, Madame Villarmé.
Comme on l'a dit au début du webinaire, ce webinaire sera sur YouTube d'ici quelques jours, donc vous pourrez tous le revisionner. N'hésitez pas à le partager. Le prochain webinaire sur Francomix, c'est mardi prochain, donc même heure, même endroit. Ce sera sur la BD L'ombre des pins, qui est une BD très différente, mais qui est aussi très, très touchante, avec deux auteurs illustrateurs qui ont été aux manettes. Sinon, je vous invite aussi donc déjà à suivre notre chaîne YouTube pour ne pas louper la petite notification du webinaire qui sera posté, mais aussi à nous suivre sur Instagram où on vous garde informé de toutes nos activités au niveau fédéral parce qu'on fait plusieurs webinaires. Voilà, sur plusieurs thématiques et plusieurs projets. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie tous et toutes. Ah, il y a un... Ah non, là c'est Marie qui mettait quelque chose dans le chat, Constance. Il n'y a pas de questions, effectivement, donc je vous remercie toutes et tous et j'espère vous revoir d'ici une semaine ou un peu plus tard. Voilà, merci. Au Merci à revoir. tous. C'était très agréable. Merci.